Bienvenue dans le podcast de l'ONICOM. L'ONICOM est une agence de communication institutionnelle et de développement qui exerce au Tchad et dans plusieurs pays africains. Nous faisons principalement de la visibilité sur le développement humain. À travers ces projets, nous avons rencontré des personnes, des acteurs du développement humain avec des histoires incroyables et nous souhaitons vous les partager. Alors, aujourd'hui, on reçoit une femme de cœur, une coordinatrice, une femme forte, Colette Benoudji, que je prononce bien, j'espère. C'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va? Oui. Je suis très ravi que tu sois là. Ça fait longtemps que je t'ai demandé de venir ici. Bon, pas très longtemps non plus. Mais il était important pour moi de te présenter à notre audience, aux gens qui nous écoutent. Parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble et je voulais qu'on découvre Colette Benoudji, qui elle est et qui est cette femme forte. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci beaucoup. Le plaisir est partagé d'être ici en ce moment, surtout pendant cette semaine nationale de la femme tchadienne, pour parler de moi. C'est quand même quelque chose qui n'est pas souvent réalisé. Et donc, oui, comme vous l'avez dit, mon nom, c'est Benoudji Colette. Et je suis une fille née à Kiabé, qui est une province du Tchad, du sud du Tchad. Née là-bas parce que mon père travaillait à la société cotonnière, à l'époque Coton Franc. Et donc, qui est Coton Tchad aujourd'hui et Olam maintenant. Ouais. Aujourd'hui, voilà. Et je suis née là-bas d'un père infirmier et d'une mère ménagère. Et j'ai fait toutes mes études primaires à l'école Sainte-Jeanne Antide de Kiabé. Et ce père n'est pas seulement infirmier, mais est aussi agriculteur. D'accord. Donc, j'ai eu un lien avec la terre très tôt, dès mon enfance. D'accord. Voilà. Donc le contact, climat, on va en parler tout à l'heure, c'était dès l'enfance, le rapport à l'agriculture, le rapport à la terre, le rapport aux valeurs. Le rapport aux valeurs de la terre, de l'environnement, de la nature, en fait, je l'ai eu dès ma naissance, à travers à ses parents, justement. Parce qu'une chose que je vais vous dire, c'est que quand maman était en grossesse, papa attendait un garçon. Et donc, cela a fait que quand j'étais née, il avait un peu une déception. D'accord. Et ce qui a fait que maman m'a donné un nom en réponse de la déception de son mari, qui signifie Man la Sarah, qui veut dire que ce n'est pas moi qui fabrique les sexes. D'accord. Et donc, j'ai longtemps porté ce nom et je l'ai changé juste, quand j'étais un peu grande. Donc, j'ai pris juste le prénom et le nom de famille parce que c'était un nom conflictuel et je ne voulais pas traîner les conflits. Exactement. Voilà. Et de par cette situation, j'ai reçu de papa une éducation de garçon. Donc, à l'époque, c'était les garçons qui traînaient les charrues pour l'attelage, pour la culture, mais moi, c'était moi. Et donc, très tôt, ça faisait la curiosité de mon milieu. Donc, aujourd'hui, même mes amis, Sarah Kaba de Kiabé, qui connaissait mon enfance, racontent ça tout le temps. Donc, j'étais dans les champs avec la charrue, je faisais tous les travaux d'homme. Et en grandissant, je n'ai pas vu la différence entre ce qu'un homme peut faire et ce qu'une femme peut ou ne peut pas le faire. Parce que quand je rentre à la maison, maman ne me laisse pas avec les travaux ménagers. Et pendant les vacances, les 3 mois, vous savez que l'agriculture dans ces pays, c'est vraiment pendant les 3 mois des vacances que c'est vraiment la période des travaux agricoles. D'accord. Moi, je passais ça dans les champs. Le travail au champ. Le travail au champ. Et souvent, c'est les produits des récoltes, les produits agricoles là,
qu'on amenait au marché et qui nous servait de fonds pour nos scolarités ou bien nos petits habits ou nos fournitures. Et ça soutenait un peu papa parce que, bon, les salaires d'un infirmier à l'époque, ce n'est pas aussi si immense. Tout à fait. Donc, voilà comment j'étais un peu forgée avec tout ça, un peu comme un homme. Donc, ça s'explique. Dans la nature, ça s'explique en fait. Tout à fait. Oui, oui. Ça s'explique, ouais. C'est ça. On va en parler tout à l'heure de l'histoire d'égalité homme-femme. Ah bon? Ton enfance à Kiabé, comment tu peux la définir, à part donc, cette éducation de père que tu as eue, comment tu as passé ton enfance à Kiabé, comment tu es venu jusqu'à N'Djamena, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu ça. Voilà, alors j'étais là-bas, j'ai fait toute mon scolarité primaire à Kiabé et c'est une école catholique donc, qui m'a orientée directement vers le CCL. Donc après mon concours d'entrée en 6e, j'étais retenue avec une très forte note d'ailleurs pour être en 6e au CCL. Et j'ai fait le CCL jusqu'à un certain moment. Et puis j'ai opté pour le lycée technique commercial. Et c'est comme ça que je suis arrivée à N'Djamena parce qu'à l'époque c'est à N'Djamena. LTC, ouais. Donc voilà, j'ai d'abord progressé comme ça à travers les établissements scolaires. Et je me suis retrouvée ainsi à N'Djamena au LTC à l'époque. D'accord. Donc Oui. changement total parce que Oui. tu racontes une enfance dans les champs avec ton père, l'agriculture. Et là, on arrive dans la ville. Ça a été un choc pour toi ou tu as su t'adapter assez rapidement? Non, pas très rapidement. Ça a été un choc et ça a été des bouleversements parce que voilà, j'ai atteint donc l'adolescence, la puberté. L'âge de partir. L'âge, voilà. Et donc, ça m'a un peu déboussolé un moment parce que j'ai dû découvrir ou rencontrer un homme. J'ai eu un enfant, entre-temps, en classe de seconde. Donc, voilà, il faut maintenant gérer l'école, gérer cette découverte qu'est la ville et être responsable, donc être parente. Ça n'a pas trop duré avec le père de cet enfant. Et papa et maman étaient encore vivants et ils ont très vite compris que je pouvais aller loin et ils ont récupéré mon enfant. Ce qui m'a donc permis de continuer aisément ma scolarité secondaire jusqu'au bac ici à N'Djamena. D'accord. Voilà. Alors, lorsqu'on s'est rencontrés, c'était en 2019. Oui. Je me souviens, parce qu'on avait lancé une campagne avec l'Union européenne, qui était le 8 mars, ce n'est pas que pour l'épargne. Et on a fait une vidéo, donc j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur la page Facebook Loani comme Afrique pour voir la vidéo, et sur la page aussi de Colette Benouji pour voir cette vidéo. Et lorsqu'on s'est rencontrés, moi, tu m'as un peu interpellé par ton côté très... je sais ce que je dis et je suis très précis. Oui. Et bon, ça nous avait un peu interpellés. Je sais qu'on avait fait avec toi et avec notre collègue aussi. On pensait passer toute l'après-midi et presque toute la journée à faire un tournage, mais en fait on l'a fait tellement rapidement. Oui. Parce que tu avais déjà tes mots. Oui. Et tu savais exactement. Donc c'est là où je me suis retourné pour dire à mes collègues, mais cette femme c'est qui? Et c'est là où j'ai appris à te connaître. Donc on est devenus, bon, je ne peux pas dire amis, je suis ton fils, on t'appelle maman Colette même. Oui. Et c'est là où j'ai appris que tu étais coordinatrice donc, d'une ONG qui s'appelle Lead Tchad. Est-ce qu'on peut déjà commencer à ce que tu nous parles de cette ONG? Oui. Alors, vous voyez, après avoir eu mon bac, j'ai été rapidement engagée par l'UNICEF à l'époque et je devrais aller dans le Canet Mamao pour travailler pour le compte d'une ONG norvégienne qui est venue pour la nutrition à l'époque. Donc, j'étais assistante nutritionniste. C'est en quelle année ça? Ça, c'est en 85, je crois. D'accord. En 85. Alors, dans les oasis, je travaillais avec les femmes et avec les enfants. Et tout de suite, j'ai fait mon remariage avec la nature et la terre. Et j'ai vu comment les femmes dans les oasis se battaient, c'est surtout les femmes,
avec ces problèmes d'éducation, voilà, de malnutrition, d'accès à la santé. Et c'est elle qui était là comme main-d'œuvre dans ces oasis-là. Et là, j'ai fini mon contrat parce que j'ai trouvé un homme. Cette fois-ci, c'est vraiment l'homme avec qui j'ai vécu jusqu'à la fin. Le vrai. De ces jours, le vrai. Et donc, je devrais quitter pour, voilà, pour le mariage et aller à Béché et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui voulait que je parte très loin. Donc, il m'a aidé vraiment à aller au-delà du bac. Et j'ai fait des études par alternance où je partais en France, je revenais pour, voilà, et aller passer des examens avec les étudiants européens. Et donc, un programme de Lead Afrique a lancé un concours de fellowship où on recrutait les gens qui étaient prédisposés à être des leaders. Et on était retenus avec une de mes collègues qui est maintenant à la Banque mondiale, Lucienne Biper. Je fais juste un coucou. Et on est parti passer le test à Yaoundé avec elle. Et finalement, on était retenus toutes les deux. Et on a donc participé à ce programme qui a eu des séquences de formation au Sénégal et en Tunisie. Et quand tu finis ce parcours, tu peux avoir l'aval donc de créer ton association dans ton pays. Et donc, je suis venue et j'ai consulté des personnes qui m'inspiraient et j'ai fondé donc l'organisation Lead Tchad. Donc, en quelle année? Et c'est en 2005-2006, je crois, en 2006. Voilà, donc Lead Tchad avait donc pour objectif d'abord de rassembler les jeunes leaders qui voulaient changer des situations chez eux et des situations surtout liées aux questions actuelles de l'environnement. À l'époque, c'était lié à l'agenda 2021 et aux OMD, et donc aujourd'hui, les ODD. Et moi, quand j'ai mis sur pied cette organisation, il y avait deux piliers très importants. Il y avait d'abord les OMD, les ODD en général, mais l'accent devrait être mis sur les femmes, c'est-à-dire leur accès à l'éducation et aussi aux problème des changements climatiques avec l'énergie. Donc, j'ai vulgarisé les cuiseurs solaires en faisant de l'éducation informelle et aussi en agissant à l'école avec les associations des mères très, très tôt, depuis 2006 déjà. D'accord. Donc, voilà. Juste une question pour revenir un peu en arrière dans tes propos. Donc, en 85, tu étais dans le CANEM. C'est uniquement quelques années après les événements. Oui. C'était quoi la situation pour ceux qui n'étaient pas là pour comprendre un peu la situation humanitaire, en fait, que ce soit au CANEM ou même ailleurs dans le Tchad? Oui. C'était quelque chose... Comment c'était par rapport à aujourd'hui, en fait? Parce que c'est quoi, 2 ou 3 ans après les événements? Oui, oui. En fait, c'était chaotique. Hein. C'était quelque chose... d'humainement très désolant. Moi, j'ai pris les enfants dans les bras. Les enfants étaient morts même dans mes bras. Et on s'efforçait à alimenter ces enfants-là. Et il n'y avait pas d'infrastructure de base. Et aujourd'hui, même si ça a changé, pas tellement toujours. Et donc là où il y a vraiment ces problèmes humanitaires, ces problèmes de fragilité, on voit toujours que cela s'accompagne par un manque d'infrastructures, de ce qu'on appelle les besoins de base, les services de base, l'éducation, des centres de santé. Le basique. Le basique n'existe pas tout simplement. Et il y a très peu aussi à l'époque, hein, il y avait un appel parce que c'était la sécheresse, hein, c'était peu après la sécheresse aussi, parce qu'il y a la grande sécheresse de 85, c'était surtout ça, donc c'était une crise humanitaire et c'était déjà que le Tchad vivait aussi le changement climatique, à la fois avec la dégradation de la terre, parce que cet endroit c'est la désertification, et aussi les changements climatiques et aussi la fragilité qui est la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ça devient à la mode que les gens parlent
des questions des changements climatiques et la sécurité. Mais on a vécu depuis très longtemps. Et là, en 85 et 6, on vivait déjà. On le vivait déjà. On ouais. le vivait déjà. D'accord. C'est ça là. D'accord. Ce que Donc je il y peux avait dire. quelques années après la guerre. Ensuite, il y avait la sécheresse. Donc il y avait tout en fait. Il y avait tout. Il y avait tout. Le donc, croisement de tous ces problèmes. Donc, c'est l'intersectionnalité, comme on l'appelle maintenant, de vulnérabilité. Donc, c'est des vulnérabilités qui se sont croisées, mais dans un même endroit, sur une même communauté. Et voilà. D'accord. C'est ça. Donc, Lead Tchad, Mhm. pour aider des jeunes leaders, Mhm. des femmes leaders. Oui, des femmes et des hommes, des femmes et jeunes des hommes. D'accord. Oui. Pour pouvoir en fait s'imposer un peu dans la société, être des facteurs de changement, des agents. Des facteurs de changement, d'accord. Oui. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que la femme tchadienne a sa place sur la société actuellement? Mhm. Est-ce qu'elle a sa place ou pas? Mhm. Ou est-ce qu'elle doit encore chercher sa place? Oui. En fait, la réponse va être très mitigée parce qu'il y a plusieurs femmes tchadiennes. Il y a la femme tchadienne élite qui s'est forgée sa place. Ouais. Il y a la femme tchadienne rurale, mais assez forte économiquement, qui se fait entendre aussi. Mais il y a cette femme tchadienne qui n'est pas du tout éduquée, qui n'a ni accès à l'économie, c'est-à-dire aux moyens financiers, aux moyens de subsistance, et qui n'a pas du tout de place dans un environnement totalement hostile. Donc, on fait face à tous ces catégories de femmes tchadiennes aujourd'hui. Quand on veut parler de la femme tchadienne, on parle de la femme tchadienne au pluriel, selon moi, ouais, et selon mes expériences. Et donc, celle qui est à la ville, qui est élite, qui est éduquée, qui sait se faire prévaloir de son droit, on ne lui donne pas d'espace, parce que ce n'est pas un cadeau, mais elle s'est arrachée quand même d'espace et se fait quand même entendre. Maintenant, les bailleurs de fonds, la communauté internationale ou la politique même, a beaucoup mis de l'importance sur l'autonomisation économique de la femme. Ce qui fait qu'il y a eu quand même beaucoup des apports, les groupements qui se sont formés, les organisations de droits de l'homme qui essayent aussi. Et on trouve dans presque toutes les régions du Tchad aujourd'hui des femmes qui se sont fait de la place économiquement. Et quand économiquement tu te fais de la place, tu as un peu de respect, on peut écouter un peu aussi ta voix. Celle-là, cette catégorie, à part son importance économique, fait un peu de poids. Mais dans un environnement toujours très hostile, où l'économie seule ne suffit pas à s'arracher de l'espace. Maintenant, nous avons aussi la dernière catégorie qui n'a pas tout ça, qui n'a pas accès à l'éducation, qui n'est pas éduquée et qui n'a rien, qui est totalement démunie économiquement et qui ne connaît rien des droits et de tout ça, qui a une situation très désolante aujourd'hui. Et il reste un grand travail à faire à ce niveau. C'est la majorité, malheureusement. C'est la majorité, malheureusement. C'est la majorité, malheureusement. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'éducation est un cheval de bataille dans la question ou dans cette problématique genre au Tchad. Parce qu'avec l'éducation, il y a beaucoup de programmes, non, de renforcement de capacité, de formation. On parle de résilience aussi. On parle de résilience, mais pour avoir une capacité de résilience, il faut être éduqué pour être capable de s'occuper de ta santé. De subvenir à ses besoins, oui. De subvenir à tes besoins, pour prendre la décision sur ta propre vie, pour accéder à la justice. C'est pour ça qu'on parle souvent de la justice genre. Parce que la justice genre, il faut vraiment avoir ses composantes. Parce qu'il y a cette boucle. Par exemple, quand une fille n'est pas éduquée, ça veut dire qu'au niveau de son ménage, elle manque d'informations, elle manque aussi de ressources,
Et quand on manque de ressources et d'éducation, on ne peut pas accéder à la santé. Ça veut dire que c'est une mère où quand tu fais un peu... Toujours quand on fait de la recherche, c'est des mères qui ont des enfants qui souffrent beaucoup plus de malnutrition parce qu'elles n'ont pas le pouvoir économique ni intellectuel pour s'occuper de ces enfants. Pour s'occuper correctement des enfants. Pour s'occuper correctement des enfants. Et elles n'ont pas de pouvoir de décision. Il y a des endroits encore au Tchad où pour aller dans un centre de santé, il faut avoir l'autorisation de son mari. Et ça, je parle scientifiquement parce que j'ai fait des recherches et j'ai eu des données. Et donc, quand le mari est, par exemple, en déplacement ou est en immigration, il faut que ce soit un membre de la belle famille, le frère du mari ou le père du mari ou la mère du mari, qui t'autorise à amener ton enfant dans un centre de santé. Oui. Et entre-temps, si tu ne reçois pas cette autorisation rapidement, mais ton enfant meurt. Et ces problèmes-là, ce n'est pas uniquement dans une région, c'est partout au Tchad. Non, ce n'est pas seulement dans une région, c'est dans la majorité des zones rurales au Tchad. Et donc, ce problème de rapport au pouvoir, c'est un grand problème de genre au Tchad. Parce que tant que la femme n'a pas ce pouvoir de décision, à cause de certaines mœurs ou coutumes, ou des mauvaises interprétations des religions, parce que ce qui se passe au Tchad, souvent on parle de la religion comme une barrière. Non, c'est la mauvaise interprétation de la religion, de toutes ces religions, enfin les deux principales, le christianisme et l'islam. Ouais. C'est la mauvaise interprétation qui pose problème. Et donc, toutes les politiques de genre doivent prendre au sérieux comment est-ce qu'on peut mieux vulgariser ces religions, là où il y a des bonnes interprétations, où les gens appliquent, parce qu'il y a des modèles, des stratégies, genre dans les pays peut-être à majorité islamique ou des pays à majorité, je ne sais pas, chrétienne, qu'on peut copier pour voir, faire des alliés, des imams qui interprètent ça positivement pour faire avancer des causes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre au sérieux. On a parlé la semaine dernière avec une invitée aussi qui parlait de volonté. Mm-hmm. C'est toute une question de volonté. Mm-hmm. Et elle disait souvent, c'est une question de volonté et je n'ai pas envie de juger, mm-hmm. mais si elles font ça, c'est que c'est une volonté. Ce sont des intérêts qu'ils défendent en fait. Maintenant, moi, ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, les femmes tchadiennes sont bien représentées? La première réponse, c'est non. Représenter, quand vous dites représenter, c'est dans les structures politiques. Alors, ou bien économiques ou dans toutes les institutions. Dans toutes les institutions. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau du gouvernement, il y a quelques femmes. Mm-hmm. Pas représentées dans toutes les cellules, en fait, soit étatiques ou sociales ou économiques ou financières. Bien représentée, je disais que la première réponse est non. Parce que la question, c'est quoi? La question, c'est de voir la proportion des femmes même dans la population tchadienne. Donc, les femmes dépassent les hommes. Et donc, si on parle de bien représenter, ça veut dire que le nombre des femmes devrait dépasser même le nombre des hommes dans les sphères, que ce soit politique, économique ou sociaux. Mais le problème, c'est qu'il y avait une politique de parité. Vous voyez, donc cette politique, c'est une politique pour arriver à l'accès équitable. Et on commence par un quota. Donc le quota, c'est donc un élément incitatif. Et on prend ça comme un acquis d'égalité. Non, on est en route vers l'égalité. Et on commence par un quota de 30% pour encourager, parce qu'on ne peut pas partir du néant. Mais après ça, il faudrait qu'il y ait des efforts pour dépasser les 30% et tout ça, parce que l'idée ou l'idéal, c'est d'arriver à 100%, hommes et femmes. Donc, voilà. Et c'est ce qui fait qu'il y a de l'émotion dans cette chose, dans cet état de choses. Je m'explique, parce que femme... Oui, quand tu dis de l'émotion, c'est que... L'émotion politique. L'émotion politique, d'accord. On pense vraiment
qu'on est jugé. Et il y a des yeux invisibles qui regardent la politique. Et la politique pense que quand on critique le manque, je ne sais pas, de progrès sur la question genre, c'est comme si on critiquait les acquis politiques. Mais non, le genre, c'est une déconstruction sociale et une reconstruction. Parce que les gens ont vécu, les gens sont nés avec des comportements déterminés, des valeurs que la communauté ou la société a attribuées à la fille ou au garçon. Et arrivé à un moment, avec l'évolution, avec la révolution, les femmes ont voulu changer ça. Donc, c'est déconstruire tout ce qui a été construit. Et ça va doucement. Mais de la manière dont on le fait ici au Tchad, c'est un mauvais progrès, je dirais. Parce qu'il faudrait vraiment que ce progrès soit dénudé de tout ce qui est émotion politique. Nous savons que la femme constitue, on avait dit qu'elle représente plus de 50% de la population tchadienne. Donc c'est une base électorale très importante. Donc les politiques ne veulent pas lâcher cette base électorale et tout ce qu'ils font, ce n'est pas dans l'intérêt de la femme même, ni de la progression de cette question de genre, mais c'est l'intérêt électoral qui est visé à travers, travers tout ce qui se fait. Maman Colette, après, en politique, il y a toujours de l'intérêt. Ben oui. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Aujourd'hui, quand on a un politique qui vient, c'est qu'il a un intérêt quelque part. C'est ça. Ça fait partie du jeu aussi. C'est ça. Maintenant, est-ce que, effectivement, dans les différentes structures, les femmes sont très mal représentées, mais est-ce que ce sont les bonnes femmes qui sont représentées devant, sans pointer quelqu'un, sans porter de jugement? Est-ce que c'est les bonnes femmes qu'on pousse devant, en fait? C'est ça? Non, mais justement, je crois que mon propos va venir jusque-là, parce qu'on ne peut... Mais je l'attends, c'est pour ça. je crois qu'on ne peut... oui, ça fait partie du jeu politique, mais il faudrait que la politique aussi prépare le lendemain. Parce que, voilà, c'est pour ça qu'on dit aussi que les questions de gouvernance et tout ça agissent aussi sur les questions genre. Vous savez, on ne peut parfois placer les femmes que pour des causes politiques ou électorales. On ne peut pas placer n'importe quelle femme qui ne fera pas la politique, peut-être d'un parti au pouvoir. C'est un exemple. Et donc, quel que soit, si tu prends deux femmes qui ont le même niveau, peut-être que celle qui est dans un parti plus fort peut accéder rapidement à un poste donné. Mais peut-être que ce n'est pas forcément la plus compétente. Et donc, ça joue dans beaucoup de sphères dans la nation. Ce n'est pas seulement un cas propre au Tchad, hein, c'est quelque chose qui est général. Les gens qui ont nous ont amené la démocratie, les gens qui ont amené ces questions de bonne gouvernance et tout ça, continuent avec la même pratique. Et c'est quelque chose que la société civile n'arrête pas de dénoncer. Parce que le rôle de la société civile, c'est de dénoncer des choses pour essayer d'amener le gouvernement à mieux construire. Nous ne sommes pas des opposants, même s'il y a beaucoup de sociétés civiles qui sont aujourd'hui politisées, mais il y a quand même des sociétés civiles de développement. Donc nous sommes là pour dire que ça se passe bien, mais le progrès ou la trajectoire que vous êtes en train de prendre ne va pas nous amener à trouver des résultats escomptés. Et ça, il faudrait être capable de le dire sans complexe et sans intimidation. Et c'est ce que nous faisons, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on t'a invité. Merci. Merci. Juste parce que je sais qu'on n'aura pas de langue de bois et pas de tabou par rapport à ça. Oui. Et c'est important pour nous ici à l'Onicom Podcast d'avoir une femme d'expérience qui a vraiment connu presque toutes les étapes du genre ici au Tchad. Et d'avoir son avis, pour nous, c'est très important. Pour revenir à ça, est-ce qu'aujourd'hui, la femme n'a pas le syndrome de l'immigré? Je m'explique. Aujourd'hui, à l'extérieur, donc dans les pays un peu occidentaux, l'immigré, lorsqu'il accède à un certain stade, comme par exemple le cadre ou cadre supérieur, il a tendance à oublier un peu les siens. Aujourd'hui, est-ce que la femme, une fois qu'elle accède à un certain poste ou à un certain stade, est-ce qu'elle ne commence pas à oublier la cause féminine?
Non, ce que vous dites est aussi vrai, parce que la femme, quand elle accède à un certain niveau, il y a d'autres préoccupations selon elle, et donc elle gère maintenant les priorités. Et on voit aussi comment les femmes politiques se battent, parce qu'il y a le harcèlement qui les empêche même de faire correctement leur boulot, parce que elles sont les plus critiquées, elles sont aussi les plus, je ne sais pas, jugées sévèrement. Tout ça fait que elle perd un peu de pédale. Mais c'est aussi la société patriarcale qui joue énormément sur cette situation. Vous savez, on est élevé, on est jugé euh, en avalant, hein, si tu le veux, que l'homme est meilleur, euh, c'est l'homme qui doit avoir le pouvoir, c'est l'homme qui peut faire telle chose, la femme ne peut pas faire ça, et tout ça. Donc, ça joue sur nous, et quand on est quelque part, c'est les femmes même qui pensent que nous sommes incapables. Vous voyez? Donc il y a un complexe Il y a ce complexe-là qui est automatique, ouais. qui est automatique et qui est normal, parce que c'est la construction de ces inégalités société, ouais. Voilà, de la société, qui fait qu'on est formaté en pensant que la femme ne peut pas nous commander, être bien comme l'homme. Donc, on a double effort à faire et on lâche facilement. Donc, les femmes qui accèdent à ce niveau de poste, comme vous le dites, parfois, elles perdent cette cause, mais s'engagent plutôt à montrer qu'elles peuvent faire aussi bien que les hommes, ou bien mieux que les hommes, ou bien se battre contre les femmes qui les retirent vers le bas. Et c'est quelque chose de scientifique. Il y a eu des études sur ça pour comprendre pourquoi la femme est l'ennemi de la femme. Parce que souvent, on voit juste ça. On dit que la femme est l'ennemi de la femme. Mais non, elle n'est pas l'ennemi de la femme. C'est le système qui a rendu la femme allergique au progrès de l'autre femme comme elle. Donc, pour elle, l'autre femme est une incapable. Parce que tu es une femme, tu es inférieure. Donc, l'autre femme là est inférieure, elle ne peut pas la commander. Elle peut mieux vivre si c'est un homme qui occupe ce poste, même si l'homme a moins de compétences. Mais dès que c'est une femme, non, il y a cette confrontation. Donc, encore une fois, c'est l'éducation qui peut amener les gens à comprendre ce phénomène et à lutter positivement contre ça. D'accord. Tu es une femme battante, tu es une femme forte, tu as consacré beaucoup d'années pour les femmes au Tchad. Aujourd'hui, est-ce que tu peux comprendre une femme qui te dit, moi je préfère rester à la maison, éduquer mes enfants, pas travailler, rester avec mes petites coquetteries. Est-ce que ça change l'image de la femme en fait? Pas du tout. Le problème, ça ne change pas du tout l'image de la femme, mais à une seule condition. À condition que c'est un choix et une décision qui vient d'elle, sans influence, sans soumission. Parce que souvent, le cas qu'on trouve, c'est que c'est l'homme qui ne veut pas qu'elle travaille et qu'elle reste à la maison. Comment on peut savoir ça? Aujourd'hui, c'est entre deux personnes. Oui. Et on sait qu'entre un homme et une femme, c'est difficile de connaître toute la vérité. C'est ça. Donc, comment on peut savoir ça? Comment on peut savoir? C'est la femme qui doit le dire ou parce qu'aujourd'hui, est-ce que les hommes, quand je dis l'homme tchadien, n'a pas cette image de l'homme strict qui dit à sa femme reste à la maison, tu ne travailles pas. Je sais pas. Peut-être que je me trompe. Non, peut-être que vous vous trompez, hein, parce qu'il y en a, il y a encore des hommes tchadiens, je dirais beaucoup, qui ne veulent pas que leur femme soit tout le temps au travail ou occupe des postes, ou bien qui ont déjà fixé une barrière que la femme doit atteindre. Mais dès que tu dépasses cette barrière, tu te confrontes au problème avec eux. Par exemple, tu dois juste travailler, ne pas être responsable, mais quand tu accèdes déjà au poste de responsabilité, qui te demande d'être plus longtemps en dehors de ton foyer, de tes obligations de femme au foyer, ou qui t'amène à beaucoup voyager, et tout ça, là, tu commences à avoir des problèmes. Ce que nous avons trouvé de bien, hein, de progressif aujourd'hui, c'est que les langues se délient.
de plus en plus, des femmes commencent à dénoncer ces genres de comportements. Quand tu parles avec eux, ils sont capables de dire que vraiment, moi, je veux bien faire telle ou telle chose, mais j'ai des barrières, mon mari ne veut pas. Et les gens disent aussi qu'il y a beaucoup plus de divorces de nos jours. Hein. On ne connaît pas les vraies causes parce que je n'ai pas fait une étude ou lu une étude là-dessus, mais ça peut être des refus de soumission. Parce que les femmes commencent à dire non. Et quand tu dis non, l'homme peut... Voilà, ça peut être aussi des refus de soumission aujourd'hui. Ça peut être aussi. Et c'est ça qui peut expliquer le divorce? Je dis ça peut être ça. D'accord. Il n'y a pas des études, donc je ne peux pas être certaine. Je n'ai pas lu des études là-dessus. Mais ça peut être l'une des causes, l'une des raisons. Parce que la femme refuse cette soumission aveugle. Parce qu'elle est capable maintenant de discuter sa cause, de t'expliquer, d'argumenter pourquoi elle veut travailler, pourquoi elle veut accéder à ce poste. Et quand tu insistes, elle dit, si c'est ça, nos chemins vont s'arrêter ici. Et ça peut être l'une des causes. Et on encourage beaucoup plus des femmes à prendre des décisions quand elles pensent que ça n'arrange pas leur épanouissement. Parce qu'à l'époque, nos mamans, quand tu commences un foyer, on te dit que tu es là pour toujours. Mais aujourd'hui, on est capable de dire à nos filles, supporte ce que tu peux supporter. Oui. Parce que je ne veux pas aller chercher ton cadavre. Donc, je ne peux pas encourager ma fille à subir un homme qui la violente chaque jour. Seulement parce que je veux avoir une fille au foyer. Ou parce que le divorce va me faire honte. Le divorce ne fait plus honte à une certaine génération. Je crois que notre génération a changé un peu de mentalité. Et la génération de nos enfants encore plus. Et c'est pour ça que je dis qu'on est en train de vraiment déconstruire les choses. Et que si on a juste la volonté politique et que la politique qui laisse faire et qui récupère les résultats, ça va aller de mieux en mieux. Vous voyez. Effectivement. Et en plus, auparavant, le divorce était une honte. C'est ça. Aujourd'hui, on peut trouver des gens qui ont divorcé, qui sont remariés, avec des gens qui ont même divorcé. Absolument. Et qui refondent en fait des familles. Donc là-dessus... ça a changé. Ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est une question que je t'avais posée il y a quelques années déjà, mais je vais te la reposer encore. Est-ce que c'est une question qui peut-être toi qui te paraîtra bête, mais pour moi utile. Est-ce que l'homme est l'égal de la femme? Ok. Ça, c'est la question où beaucoup de gens posent, qui crée beaucoup de tensions aussi. C'est ça. Maintenant, je sais que tu m'avais donné une très bonne définition par rapport à ça. Et je ne sais pas si tu peux nous répondre. Oui, je ne sais pas si je vais donner dans les mêmes mots, mais l'égalité en question, puisque je fais face à cette question tout le temps. Est-ce que les hommes sont égaux? Les hommes même, entre deux hommes? Non. Si les hommes entre eux-mêmes ne sont pas égaux, comment on peut attendre qu'une femme soit égale? Il n'y a pas une unité de mesure pour dire que la femme a ça. Non. Les gens parlent de l'égalité au droit. Quand tu tues une femme ou tu tues un homme, tu es un criminel. Ça, c'est un exemple simple que moi, je peux donner. Maintenant, on parle de rapport au pouvoir, on parle de la dignité humaine, on parle des deux personnes qui sont conçues de la même manière, nées de la même manière et qui ont les mêmes droits dans un pays. Donc, quand moi je parle d'égalité homme-femme, je parle d'égalité dans l'accès aux ressources, d'égalité aux questions de droit. J'ai mon droit comme citoyen, l'homme a son droit comme citoyen. Je ne parle pas des mesures entre l'homme et la femme. Parce que on ne peut pas mesurer, je ne sais pas, un poisson et une chèvre, par exemple, parce que c'est des natures qui sont différentes. Complètement. Ouais. Donc, souvent, je dis ça pour expliquer aux gens que ce n'est pas des gens de même nature. Donc, biologiquement, on ne peut pas les mesurer. Ce n'est pas l'égalité biologique. Et c'est ça qu'il faut passer le temps à faire comprendre aux gens
et culturellement, savoir qu'est-ce qui passe beaucoup plus au Tchad. On a fait une étude pendant l'élaboration des plans nationaux d'adaptation au changement climatique au Tchad, où on a demandé à quelques poignées de Tchadiens quelle est la définition du genre qui paraît mieux juste, mieux adapté à notre contexte. Et beaucoup disent que c'est l'égalité au droit. Il faut parler de droit de la femme. Et après, il y en a qui ont dit que droit de la femme veut dire que la femme va tout le temps réclamer son droit. Donc, il faut plutôt son dû. Voilà, l'égalité au genre. Vous voyez, et donc, c'est une question qui reste. Quand un pays ne trouve pas sa propre définition du genre, on va se confronter aux résistances culturelles qui ne veut pas que l'homme soit l'égal de femme. Et tu vois, dans les deux religions qui sont majoritaires au Tchad, la femme est toujours soumise à l'homme. Donc la femme par exemple, les chrétiens disent que la femme est l'aide de l'homme. Donc ça passe beaucoup mieux. Mais quand on dit l'aide, ce n'est pas que... C'est comme son adjoint, son complément. Cela ne veut pas dire que c'est l'aide ménagère ou quelque chose. C'est un mot qui a été mal... c'est un mot qui a été mal interprété. C'est pour ça que je parle toujours de l'interprétation de la religion. C'est une cohabitation, c'est une complémentarité. C'est une complémentarité. Maintenant, il n'y a pas de hiérarchie. C'est ça. Il n'y a pas de hiérarchie, effectivement. Maintenant, quand on parle de religion, par exemple, dans certaines religions, même par rapport à l'héritage, la femme touche moins que l'homme. C'est ça. C'est ça. Il y a des pays qui ont réussi à utiliser le droit conventionnel pour faire des partages équitables dans la succession. Tu vois, et je sais aussi que l'année passée, on a travaillé avec ONU Femmes au Maroc. Et là aussi, c'est en train de vraiment se progresser, où 2 enfants dans une famille, le garçon et la fille ont le même droit, ils font les partages. Maintenant, il y a eu beaucoup de concessions où les gens laissent le choix aux familles de choisir soit le droit conventionnel ou soit le droit religieux dans la succession. Et c'est cette cohabitation de plusieurs lois. Je crois qu'un pays doit être à même de dire que dans telle situation, c'est tel droit qui doit prévaloir. C'est là où on n'est pas encore arrivé, parce que c'est des pouvoirs assez rigides. Notre code de famille et tout ça a été bloqué juste par, vous voyez, les chrétiens et les musulmans. Ils ne sont pas prêts de lâcher. Alors c'est un débat qu'il faut peut-être ouvrir, lancer, il faut ouvrir. Et prendre un peu la température. Après, il faudra aussi parler avec des gens qui sont ouverts d'esprit. C'est ça. Et bon, moi, c'est pas quelque chose qui va m'arriver parce que j'ai 3 filles, donc les 3 sont amies. Elles n'ont pas de problème. Elles n'auront pas de problème par rapport à ça. C'est ça. S'il y a quelque chose encore à partager. Oui. mais effectivement, en fait, l'égalité, c'est quelque chose qui apporte des tensions tout le temps, notamment au Tchad, parce que quand on dit l'homme et la femme sont-ils égaux, on a l'impression qu'il y a une culture occidentale qui arrive et qui veut nous imposer quelque chose. Oui. Alors que culturellement, en fait, nos parents ont toujours vécu d'une manière complémentaire. Donc, de quoi on a peur, en fait? C'est ça. Écoute, nos parents ont vécu d'une manière complémentaire parce que l'homme était toujours confortable. Les femmes ont beaucoup... Moi, j'ai vu ma maman, ma grand-mère. Les femmes ont beaucoup subi des oppressions, mais la culture ne leur permettait pas de s'exprimer, ou de se plaindre. Mais aujourd'hui, justement, c'est l'Occident qui a amené l'école. C'est aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ici en train de faire ce débat en français et tout ça, c'est l'école. Et donc, il y a des choses positives aussi. Et puis, le Tchad a souscrit à plusieurs conventions de droits de l'homme et même de droits de la femme. Et donc, quand on souscrit à une convention, on doit l'appliquer. On ne doit pas juste sélectionner les parties qui nous intéressent ou pas. Maintenant, si on veut refondre
de manière locale les choses, il faut faire aussi accepter. Et aujourd'hui, les femmes ne sont pas prêtes à accepter tout. Le problème, c'est qu'on est arrivé à ce niveau. Donc, les hommes, je crois qu'on doit faire beaucoup plus d'efforts à éduquer les hommes. Quand je dis comme ça, éduquer les hommes à aussi un peu lâcher prise, à sortir de leur zone de confort, parce que ça ne les tue pas forcément. Et aussi, parmi nos mœurs, je dis que ce n'est pas tout qui est mauvais. Donc, il y a des choses à garder, parce qu'on n'est pas aussi, je ne suis pas aussi d'avis qu'on copie aveuglément tout ce qui nous vient de l'Occident. Non, il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. Et donc, c'est l'intelligence de coordonner ou bien de sélectionner ce qui peut être bien pour un pays, qui est important, et aussi à voir où sont les résistances et de travailler aussi avec les facteurs qui bloquent ou bien les éléments qui bloquent, et aussi voir, comme tu l'as dit, les agents de changement dans une société. On peut les répertorier et les utiliser aussi pour faire comprendre aux hommes qu'il faut un peu lâcher prise. Parce que tout ne peut pas... Tu sais, la masculinité, les hommes, ils ont peur de perdre la masculinité. Mais donc, il faut leur montrer que des exemples où ce n'est pas qu'on leur enlève le fait d'être homme, d'être masculin, mais c'est de penser aussi à la dignité humaine de la personne, parce que vous savez qu'il y a beaucoup encore des régions, on trouve dans beaucoup de régions ici au Tchad où la femme est tout simplement considérée comme un enfant. Vous voyez, les enfants et les hommes. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui au Tchad. Moi, j'ai été choquée parce que moi, je suis de religion chrétienne. J'ai découvert dans la Bible qu'à l'époque, quand on fait des recensements, on ne compte pas les femmes. Vous voyez? Oui, après, le droit de vote des femmes en Europe, c'est dans les années 40. C'est ça. C'est aussi récent. Donc, c'est quelque chose qui est en construction. Il y aura des phases de révolution. Il y aura des confrontations parce que les filles, les enfants, la nouvelle génération, la génération 2.0, copient tout. Sur l'Internet et tout, ce n'est plus nous qui leur inculquons de l'éducation. Donc, on ne peut vraiment pas freiner ou filtrer certaines choses, mais on doit largement éduquer les deux sexes pour comprendre leur rôle dans la société, et un rôle qui ne bafoue pas les droits humains de base, parce que tel que parti au Tchad, il y a dans beaucoup de cas, on trouve que vraiment la dignité de la femme est vraiment lésée. Et vous savez, plus on pense qu'on a fait du progrès, plus il y a des choses qui font mal, parce que ces dernières années, on collecte tellement des cas de crimes, des féminicides. Tout à fait. Donc c'est Alors, souvent, une guerre. On parle d'éducation des femmes. À s'ouvrir, à connaître les droits et les devoirs aussi. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire l'inverse? Absolument. Est-ce qu'on ne doit pas éduquer les hommes à comprendre que les femmes sont des êtres humains aussi? Oui. Pourquoi je dis ça, maman Colette? C'est que, en ce qui me concerne, moi, j'ai commencé à m'intéresser, et avec toute franchise, aux droits de la femme quand j'ai eu des filles. Ah oui, ma première fille. Et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir? Quels sont ses droits? Et elle a le droit aussi d'avoir un avenir, d'aller à l'école. Donc, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes comme moi? Je regarde sur ma gauche Rodrigue qui est là aussi. Je pense que lui-même, il pense la même chose que moi. Est-ce que les hommes ont conscience de ça, en fait? Parce qu'ils ne sont pas éduqués avec ça. Nous, on n'a pas été éduqués pour dire on respecte notre maman, nos soeurs, nos tantes et tout, par politesse, par éducation. Mais les droits, l'homme n'est pas conscient de ça, je pense, non? Oui, l'homme n'est pas totalement conscient. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mon propos qu'il fallait vraiment éduquer les hommes, comme tu le soulignes, à comprendre ce que c'est que le droit de la femme en question, de quoi s'agit-il, de quoi parlent les femmes, et trouver des hommes qui seront des alliés, des hommes qui ont déjà pris conscience, comme toi et beaucoup d'autres, pour montrer l'avantage d'appliquer ces droits de la femme là, parce que
Aujourd'hui, c'est leur épouse, mais demain, c'est leur fille. Tout Et à fait. souvent, c'est là où tu sens la sensibilité. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que oui, mon épouse, c'est la fille de l'autre. Mais quand il s'agit de ma fille, parce qu'il y a un jour, lors d'un débat, Quand ça le touche. quand ça le touche, j'ai vu des hommes réagir violemment à cause de leur fille. Mais je dis, mais c'est la fille de l'autre aussi. Quand on parle Tout à de fait. ton épouse, c'est la fille de l'autre. Bien sûr. Donc, ils ne sont pas prêts à faire subir, à voir leur fille subir ce que eux ils font subir à leur épouse. Et c'est là où il faut vraiment des grandes campagnes de l'éducation. Donc, tu me rejoins hein, que l'éducation est C'est la vraiment le base. cheval de bataille pour sortir de cette question, de D'accord. cette problématique. Je t'ai parlé qu'en 2019, quand on s'est rencontrés, donc Mhm. début 2019, Oui. sur la campagne le 8 mars, ce n'est pas que pour l'épargne. Mhm. Alors, nous, on a fait cette campagne parce que lorsqu'on a fait un benchmark, un brainstorming par rapport à ça, on s'est rendu compte que dès qu'on parle du 8 mars, on parle de pagne. Mhm. Donc on s'est dit, mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on met un pagne, c'est beau, on prend des photos, on met sur les réseaux sociaux C'est ça. et on oublie les conditions Oui. dans lesquelles certaines femmes sont, qui gagnent Oui. 500 Oui. francs, 1000 Oui. francs par jour pour pouvoir Oui. se nourrir. C'est ça. Et donc, parce qu'aujourd'hui, parce que tu parlais d'Internet, Mhm. parce qu'aujourd'hui, certaines femmes ne rendent pas service à d'autres femmes. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Mhm. mais qui sont là pour, par exemple, prendre le côté esthétique Mhm. de la scène à fête, Oui, oui. mais pas parler des vrais problèmes. C'est pour ça qu'on a été ravis de te rencontrer aujourd'hui, parce qu'on s'est dit, C'est on va ça. parler des vrais problèmes, Mhm. et on va Mhm. toucher des choses qui sont tabous ou autres. C'est ça. Est-ce que ça, c'est pas dommageable? Mhm. Non, mais la compréhension de la Sénafette reste tout un chantier. Hein, reste tout un chantier. Moi, je l'ai souligné en passant que la femme constitue une base électorale. Donc, tout ce qui la concerne, les gens le font avec beaucoup d'émotion. Le point n'était pas une mauvaise chose en tant que telle, parce que ça peut symboliser la solidarité entre toutes les femmes qui portent le même problème. Maintenant, dans la tête et dans les compréhensions, il ne faudrait vraiment pas que tout tourne autour de ces points. Parce qu'en ce moment, quand le mois de mars arrive, c'est difficile dans certains foyers. On ne parle pas d'autre chose que de pain. Et je suis étonnée parce que j'ai travaillé avec les associations des femmes très instruites, hein, des femmes qui ont déjà le niveau, qui travaillent, qui ne parlent que de pain. Parce qu'elles n'ont pas reçu des points, parce que le point n'est pas arrivé à temps. Donc, vous avez raison de dire que l'image ou bien l'interprétation de Sénafette est beaucoup plus liée à ces points et ces défilés. On oublie que c'est une semaine. Hein. Quand on nous a donné toute une semaine, c'est pour faire le bilan des acquis, mesurer les bonnes pratiques, voir aussi là où le bas blesse, où est-ce qu'on peut mettre du paquet. Ce qu'on est en train de faire, de parler des vrais problèmes des femmes, donner plus aussi de valeur à la femme rurale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dans les provinces faire les Sénafettes et tout, ce qui est une bonne chose. Mais dans la manière de le faire, est-ce qu'on laisse beaucoup plus de la place à la femme rurale? Est-ce que ce sont ces problèmes qui sont beaucoup plus débattus? Ou bien est-ce que c'est ce qu'on pense que ce sont ces problèmes? Parce que je peux penser que tu as tel problème et je peux complètement me tromper. Donc peut-être que nous, on part avec les problèmes qu'on pense que c'est les problèmes des femmes rurales, des grandes villes pour aller dans leur zone, leur montrer ça pendant une semaine. Et elles sont venues avec leurs propres problèmes que personne ne sait, elles repartent avec. Donc il y a vraiment un effort, c'est beaucoup de progrès déjà d'arriver là, d'avoir une semaine, d'essayer de faire des débats. Ça a beaucoup changé depuis 3 ans. J'ai vu qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions, des choses positives, mais il reste encore beaucoup de sensibilisation, surtout pour cette question de points. Peut-être qu'il faut diversifier les choses, peut-être qu'il ne faut plus dire qu'il y aura un point, mais bon,
Peut-être que le point rapporte aussi économiquement au pays. Je ne connais pas les raisons, mais le point prend un peu le dessus. Et ça, c'est ce qu'on déplore. On a dit que ce n'est pas que pour les points. Donc, c'est beaucoup plus pour des vraies questions qui touchent les femmes. Qu'est-ce qu'il faut changer? Quel est notre acquis depuis qu'on nous a donné cette semaine? Et donc, voilà, il y a des bonnes politiques au Tchad, hein, des bons cadres stratégiques, des bons plans d'action au Tchad. Mais la mise en œuvre, c'est un problème. La connaissance même de ces plans pose encore problème. La langue, c'est pour ça que moi, dans l'une de mes activités à l'ITIAD, c'est vraiment l'alphabétisation, que j'ai appelée alphabétisation écologique, où on fait passer des messages aux femmes sur les questions actuelles de développement, les questions de changement climatique. Donc, elles s'alphabétisent et elles apprennent aussi au même moment des problématiques sur ces questions-là, des questions de changement climatique, d'accès à l'énergie, comment vulgariser l'énergie solaire. Et je crois que l'alphabétisation peut permettre aux femmes de lire et de comprendre ce que c'est que leurs droits. Les femmes et les hommes, hein. On n'a pas assez de moyens pour alphabétiser les hommes, donc maintenant, c'est un choix. Ce sont les femmes qui sont nos bénéficiaires. Mais je crois que c'est une politique que le Tchad doit voir vraiment largement, parce que la fraction des illettrés, des analphabètes, est beaucoup élevée dans ce pays. Et avec ça, il y a beaucoup de politiques qui ne peuvent pas réussir. Parce qu'on ne peut pas juste oralement faire ancrer ou bien changer des comportements. Tu fais des formations, des renforcements de capacité. Aujourd'hui, c'est oral. Les gens ne peuvent pas noter. Demain, ils oublient. Et même quand on parle de la digitalisation, parce que cette année, c'est le thème de la Journée internationale de la femme, donc il faut être alphabétisé pour être capable d'envoyer un message. Moi, j'ai vu des femmes qui ont dénoncé des choses, parce que des femmes dans le Canem, plus particulièrement à Délémanga, où Lead renforçait un groupement féminin, on leur a appris comment faire la gestion avec les choses. Cette femme, une fois je me trouvais à Paris, elle sait compter sur son téléphone portable le rang des personnes. Par exemple, à cause de l'alphabétisation, à cause de l'alphabet, sur le clavier, par exemple, mon nom est le 3e nom. Et pour m'appeler, cette femme défile son curseur. Et quand elle arrive sur le 3e nom, elle m'appelle pour dénoncer quand les hommes veulent venir arracher l'argent dans leur caisse sans signer des reçus. Oui. Donc, c'est l'avantage de l'alphabétisation et de la digitalisation. Donc, si c'est ça le thématique de la journée, il faudrait qu'on soit conscient qu'on ne peut pas arriver à la digitalisation sans alphabétisation. Et que c'est le chemin pour le Tchad d'arriver à digitaliser voilà, les informations. Avant de passer sur la partie climat, j'aurais juste une dernière question. Est-ce que le genre n'est pas devenu un business aujourd'hui pour certaines femmes? Je m'explique. Aujourd'hui, c'est un avis personnel. Hein. Aujourd'hui, on a des figures comme ça qui sont dans des sommets internationaux, qui sont habillés en tenue traditionnelle, qui font du bruit. Et en fait, au niveau local, au niveau national, on ne les connaît pas. Oui. C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Quelles sont les différentes actions qui sont là? Parce que nous, on parle de communication. Aujourd'hui, nous, on est toujours sensible à tout ce qui est visibilité. C'est ça. Mais est-ce que ces femmes-là font vraiment des choses ici au niveau national ou c'est uniquement utiliser le genre et le Tchad pour en fait faire du business au niveau international? C'est ça. Vous savez, c'est le mauvais côté aussi de la globalisation et de la nouvelle technologie de l'information. C'est tellement difficile de filtrer ces genres de choses. Mais normalement, une communauté internationale intelligente devrait être capable de vérifier dans les communautés le vrai du faux. Est-ce que ces vérifications sont faites? Aujourd'hui, nous, on s'est approché sur certaines personnalités sans dire de nom. On s'est approché avec des connaissances pour savoir qu'est-ce qu'elle fait ici, tout ça. Pour nous, c'est quelque chose de fermé. Parce que des fois, on aimerait faire des documentaires ou présenter des gens. Et ben, on nous dit non, c'est fermé.
C'est fermé pourquoi? C'est ça, c'est ça. Justement, ça reste une question. Parce que je sais que c'est un sujet qui est très sensible. Mhm, Et, mais moi, j'en parle très librement. Hein. J'ai aucun problème par rapport à ça. oui, oui. Et comme on dit, qui se sent boubou se gratte. Hein. Oui, oui. Donc, on n'a aucun problème avec ça. C'est ça. Est-ce que ça, c'est pas devenu quelque chose de... C'est pas devenu quelque chose de... Comme un business, en fait. Comme un business. Parce que ces femmes-là ne vont pas dans les sommets gratuitement. Mhm, Elles ne dorment pas sous des ponts. Hein. C'est des hôtels à 5-6 étoiles. Tout cet argent investi sur ces gens-là, mhm, est-ce qu'on ne devrait pas faire une étude dans leur pays au niveau national pour savoir exactement est-ce qu'elles font quelque chose? c'est ça. Pourquoi je pose la question à toi? Parce que je sais que dans ton ONG, il y a des choses qui se passent. C'est ça. Et je sais qu'au niveau international, tu y vas souvent. Oui, oui. Et est-ce que nos petites sœurs ou tes filles aujourd'hui Oui. ne sont pas en train d'utiliser le genre pour faire un business? Mais vous savez, le monde même est devenu un business. Hein. Le genre. Pas seulement le genre, Mm. mais tout ce qui se passe. Si vous voyez aujourd'hui comment les gens parlent du Sahel, c'est devenu un business. Bien sûr. Et donc, C'est l'un des mots les plus utilisés sur Google maintenant. absolument. Donc, le genre n'est pas du reste. Maintenant, cela n'empêche pas, s'il y a une bonne gouvernance, de vérifier. Tu vois, c'est l'obligation de compte rendu. Quelqu'un parle au nom du Tchad, quelqu'un dit qu'il fait ça, mais il faudrait vraiment qu'il y ait des instances qui vérifient et qui évaluent. Maintenant, voilà, c'est le rôle de l'État. L'État doit évaluer, les ONG aussi, de voir qu'est-ce qu'ils font. Les ONG doivent rendre compte de ce qu'ils font à l'État, mais parfois les ONG donnent des rapports qui ne sont jamais lus, ou bien ne donnent pas des rapports. Mais voilà, donc c'est un sujet c'est difficile de l'aborder seulement sous l'angle du genre, parce que c'est un sujet de la bonne gouvernance, qui fait partie des éléments de la bonne gouvernance. L'obligation du compte rendu. C'est ce qui nous manque ici au Tchad, dans beaucoup des aspects. Et donc, tant qu'on n'aura pas cette obligation, de part et d'autre, hein, parce que de la part des ONG et de la part des politiques et de la part des gens de médias, parce que, voilà, les hommes de médias, c'est des gens qui dénoncent des choses. Donc, ils doivent aussi dénoncer s'ils voient des choses comme ça, mais dénoncer avec preuve. Avec preuve, ils doivent être professionnels. Tout à fait. Voilà, donc vraiment... On ne peut pas accuser à tort, bien sûr. C'est ça, c'est ce que je peux te dire à ce niveau. D'accord. Merci pour ta franchise, en tout cas. Oui, c'est une question qu'on a posée à beaucoup de gens et qui ne peuvent pas forcément répondre. Et nous, on se pose la question. Hein. On se pose la question. Et comme je le dis encore, sans viser quelqu'un en particulier, parce que c'est très facile de prendre le nom du Tchad, aller à l'extérieur et dire tout et n'importe quoi au nom du peuple tchadien. C'est ça. C'est ça qui est un peu dangereux. Notre deuxième partie, c'est le climat. Aujourd'hui, tu m'as dit tu as grandi au contact de la terre. Donc pour toi, tu as toujours été sensibilisé par rapport au respect de la terre. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui au Tchad, parce que c'est un mot très occidental, changement climatique, compensation CO2, carbone, etc. C'est ça. Mais j'ai l'impression que si on parle du Tchad, les Tchadiens ne comprennent pas ça. Parce que pour eux, ils ont d'autres problèmes que le climat. Oui, je suis un peu d'accord avec toi, mais tu sais, on ne peut pas parler du climat avec les mots occidentaux. Aujourd'hui, quand tu parles aux agriculteurs ou aux éleveurs, parce que les deux principales branches économiques du Tchad, tu vas écouter un agriculteur dire que le calendrier saisonnier a changé. Je ne peux plus s'aimer à la même période qu'avant parce que les pluies arrivent tardivement et arrêtent très vite. Je suis en train de chercher des semences parce que j'ai appris qu'à côté, au Niger ou dans tel endroit, qu'il y a quelque chose qui pousse seulement en 2 mois parce que les pluies se sont seulement réduites à 2 mois. On va te dire que cette mare, avant, on pêchait même les poissons ici. Maintenant, la mare a tari. Il n'y a pas d'eau. Donc maintenant, on cultive seulement le céréal. On ne peut plus faire les cultures maraîchères même ici. C'est ça leur définition du climat. Et c'est selon ces termes-là qu'on doit parler à la large population, tu vois, à la majorité. Mais les gens utilisent les termes que les gens ne comprennent pas.
quand tu dis CO2 et tout ça, mais quand tu demandes à un paysan, est-ce qu'il y a 20 ans avant, il faisait aussi chaud que ça? Il te dit que non, maintenant le soleil est descendu sur Terre. Tu vois, tu écoutes ça. Donc tu sais maintenant que c'est... Toi, tu peux interpréter ça en termes que le CO2 a augmenté et que voilà, la chaleur, le degré a augmenté parce que les populations disent ça. Les questions agriculteurs, éleveurs, aujourd'hui qui est d'actualité, il y a plusieurs causes, mais l'une des causes, c'est ce changement climatique. Tout à fait. Parce que les gens descendent beaucoup plus tôt au sud, où les gens n'ont pas encore eu le temps de récolter leur récolte à cause du changement climatique. Et donc, il y a un mécanisme à mettre en place à ce niveau. Mais si les politiques ne prennent pas ça en compte, on va parler de climat, on va parler de cette guerre et ça reste. Tu sais, le Tchad est très dense. Moi, je dis toujours, on peut créer des aires de pâturage en dehors de... Quand tu voyages d'ici vers le sud, tu vois des plaines et de plaines et de plaines, vide, sans villages vides. Pourquoi ne pas créer seulement des champs de fourrage pour les gens qui descendent en attendant que les gens fassent des récoltes? Ce n'est pas l'argent qui manque. On a beaucoup de sous, mais on le met peut-être pas au bon endroit. C'est des solutions comme ça qu'il faut. Alors, comment on peut sensibiliser les Tchadiens par rapport au climat? Quels sont les mots qu'il faut utiliser? Est-ce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser des mots occidentaux pour pouvoir expliquer le changement climatique. Oui. Mais comment on doit passer par quel... C'est une difficulté aussi chez nous, parce que des fois, on doit adapter une communication rapport à la population. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. C'est ça. On ne peut pas mettre n'importe quelle photo aussi, des fois, dans certaines régions. C'est ça. Ça peut heurter un peu la sensibilité des gens. C'est ça. Maintenant, pour le climat, comment on fait? C'est ça. Comment on fait? Quelles sont les solutions qui vont sensibiliser les gens sur le climat? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un d'aller faire, comme en Europe, des toilettes sèches parce que c'est pour le changement climatique. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous, par exemple, on travaille beaucoup dans les zones rurales. Et dans les zones rurales, on travaille dans les langues des gens. Dans les langues des gens. Et l'un des éléments éducatifs, c'est la nature autour des gens. Donc, dans la nature, on ne manque pas de mots. On voit des choses. C'est eux-mêmes qui te définissent le changement climatique. Parce qu'ils savent exactement que quelque chose a changé dans la nature. Ils ont dit, il y avait des termes même en arabe, entre-temps, que j'avais dit, que le monde a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Depuis telle année, on a tel problème. Et tu te bases donc sur ça pour faire des sensibilisations. Maintenant, ici, le grand problème, c'est peut-être au niveau du monde cultivé, qui est très compliqué, parce que parfois, ils font semblant de comprendre alors qu'ils ne comprennent pas. Et c'est là où il y a la difficulté. Et parfois, ce sont ces gens-là que tu trouves dans des postes de décision et qui voyagent pour représenter le pays. Et donc là, à ce niveau, on trouve souvent beaucoup de difficultés parce qu'il faut comprendre soi-même la chose avant d'aller l'expliquer ou bien avant de porter le problème de chez toi. Et ce n'est pas souvent le cas. Donc l'effort à faire, c'est d'utiliser un langage très simple, de partir des choses, des saisons. Par exemple, le mot saison en arabe, je l'ai oublié. Mais sur le terrain, on parle. Je suis francophone comme toi aussi. Voilà, on parle des saisons pour leur dire que cette saison est plus longue, plus chaude. Les inondations, c'est des choses que tout le monde connaît maintenant. Les pluies qui, en un mois, font combien de millimètres, comme si on avait eu 6 mois ou 7 mois de pluie et qui cassent les choses. Et dans ce pays fragile, parce que notre pays est écologiquement fragile, très fragile, la gouvernance est fragile, et puis le changement climatique, on fait partie des pays les plus vulnérables. Donc on a ce croisement-là de vulnérabilité qui peut rendre les choses faciles quand on veut parler aux gens, parce que c'est du vécu et c'est du vu en ce moment au Tchad. Donc le changement climatique ne peut plus être tabou comme à l'époque, quand les gens étaient restés à un niveau très théorique, avec le discours du GIEC, de CO2, comme vous le dites, les gens pensaient que voilà, c'est encore un sujet scientifique et pour amener de l'argent. Mais aujourd'hui, il y a du vécu.
Et tu peux facilement montrer à la personne que c'est là. Il le vit déjà et il peut le comprendre mieux dans sa langue aussi. L'avantage d'enseigner la langue maternelle dans les écoles, c'était l'un des sujets. Et c'est même ça qui nous a conduit à faire de l'alphabétisation dans notre organisation, parce que l'enfant comprend très vite dans sa langue maternelle. Tout à fait. Le petit Chinois ne commence pas son éducation en arabe ou en sara ou en anglais. Bien sûr. Donc vraiment, Ouais. quand on éduque les enfants dans leur langue, pendant un moment, avant d'amener les langues étrangères, l'enfant grandit, sait écrire en sa langue et ses messages passent plus facilement. Maintenant, quand on n'a pas la chance d'introduire ça dans les 6 premières années de l'enfant, on rattrape ça avec l'alphabétisation, même si c'est informel. Il faut que le Tchad envisage un grand programme, un vaste programme d'alphabétisation et un bon programme d'alphabétisation, parce qu'on trouve aussi beaucoup de gens qui font de l'alphabétisation, mais pendant 10 ans, les gens ne savent pas lire et écrire. Oui. Nous, en 2 ans, on a déjà vu des femmes qui maintenant, on a commencé en langue, mais qui maintenant s'auto-alphabétisent même en français. Donc, il y a des outils vérifiés, très efficaces, qu'il faut multiplier. Donc, voilà un peu. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien entre le changement climatique et les conditions des femmes? Absolument. Il y a des liens. Il y a même des études faites sur le site. Et je vais parler aussi de mon étude où j'étais co-auteur d'une étude violence basée sur le genre et résilience au Tchad. On a pris le cas du Canem, mon Canem là, et puis J'aime beaucoup le Canem. Le Sila, oui, parce que c'est mon premier poste. C'est là où j'ai touché l'argent pour la première fois. D'accord. Et donc, on a vu vraiment des liens directs que le changement climatique exacerbe la vulnérabilité, c'est-à-dire augmente la vulnérabilité des femmes et amène beaucoup de violence dans les familles. Vous savez, quand il y a des problèmes avec la sécheresse, où il y a une réduction des récoltes et tout, vous savez que la femme n'aura rien. Et c'est un facteur de violence. Donc, la femme n'a pas de pouvoir de décision. Quand les hommes se déplacent, par exemple, parce qu'ils fuient une mauvaise condition de la sécheresse et tout, la femme reste sur place et parfois avec les enfants. Et il y a tellement des exemples qu'on a trouvés là-bas. Donc, il y a un lien complètement direct. C'est-à-dire que ça n'amène pas quelque chose de nouveau, ça exacerbe, c'est-à-dire ça rend encore plus dure la condition qui est déjà mauvaise. Donc, ça devient encore plus mauvaise. Et ça amène des violences, oui, sur les femmes. Si tu veux absolument te déplacer, tu divorces, et le divorce est mal vu, tu vois, parce que tu ne peux plus supporter de rester sur place, parce qu'on trouve aussi des femmes qui essayent aussi de se déplacer maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est lié au changement climatique. Le cas du Sud, le cas du Sud, où maintenant, c'est très difficile de faire des cultures. Donc, ce n'est pas seulement le changement climatique, mais c'est aussi les conflits communautaires, agriculteurs, éleveurs. Toujours, Donc, comme les gens ne peuvent pas cultiver et récolter comme il le faut, on a plein de petites filles maintenant qui viennent, qui font des tâches ménagères informelles et qui subissent des violences pas possibles. J'ai essayé de parler avec un groupe, mais dans les maisons. Donc, des violences domestiques dans les maisons subies de la part de leur employeur ou soit des familles de leur employeur. Et quand tu cherches ça, c'est parce qu'il n'y a pas des études, il n'y a pas beaucoup d'études au Tchad. Mais c'est l'un des impacts du changement climatique. Tu vois, un peu juste pour faire comprendre, quoi. En parlant de conflits agriculteurs-éleveurs, lorsqu'on était en mission à Mango, c'était un sujet sur lequel on travaillait. Oui. On a vu après tous les aspects. C'est dommage parce que c'est des gens qui vivent ensemble depuis des années et des années, et des décennies, décennies. Maintenant, c'est l'actualité qui fait que, et le changement climatique qui fait qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de conflits. On a parlé de tout, mais sauf de la femme. C'est ça. Est-ce que c'est pas la solution, en fait? La femme peut être la solution. Le problème, c'est que les gens oublient beaucoup la femme dans ces instances de résolution de conflits et tout. Et c'est ce qu'on pousse un peu maintenant.
Vous avez parlé de l'espace. Hein. La femme n'a pas assez d'espace pour s'exprimer, pour prendre des décisions, pour exercer un pouvoir, alors que souvent, elle a la solution. Et voilà pourquoi il faut lutter pour qu'elle s'arrache elle-même cet espace ou bien amener des factures, des politiques favorables qui peuvent un peu céder des espaces aux femmes. Parce qu'elle est la solution de beaucoup de choses. Et même, on a un peu travaillé dans le pastoralisme, on ne parle pas trop du rôle de la femme, de ce qu'elle peut apporter. Parce qu'elle a un rôle quand même. Elle a un rôle parce que Bien sûr. sur l'échelle, on va dire, Oui, elle a sa place aussi. c'est ça. Aujourd'hui, même dans le Guéra, quand on est parti, Mhm. la femme, c'est elle qui va chercher le bois, c'est elle qui va au champ, c'est elle qui fait à manger à son mari. Absolument. Je dis le Guéra, mais dans d'autres régions, c'est Dans comme ça d'autres aussi. régions aussi. Et aujourd'hui, c'est le rôle principal. C'est comme si Ouais. aujourd'hui vous faites un film, Mhm. vous faites tout le film en rôle principal, mais c'est pas Oui. vous qui avez l'Oscar, c'est l'homme en fait. C'est ça, absolument. Et c'est ça l'un des combats qui reste comme ça. Et on a besoin des alliés, des gens qui peuvent facilement Je suis observer devenu le allié, gap. oui, Vous je suis êtes allié, allié genre. malgré moi, mais un Oui. vrai allié. Un vrai allié. Vous êtes un vrai allié, finalement, oui. D'accord. Oui, oui. Juste pour finir avec ça, aujourd'hui, il y a un sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est les réseaux sociaux Mhm. et les adolescents, Mhm. et notamment les jeunes filles. Oui. Euh, je trouve que on essaie d'en parler à chaque émission pour sensibiliser les gens. Quelle est la solution en fait pour sensibiliser les gens par rapport aux réseaux sociaux, expliquer à nos petits frères et sœurs que il ne faut pas s'exposer comme ça, Mhm. et qu'il ne faut pas exposer sa vie, Mhm. parce que si on sait tout de vous, ben, on n'est plus intéressé par vous. Absolument. Euh, C'est quel ça. conseil toi tu peux donner à ça, C'est notamment ça. aux jeunes filles? Aux jeunes filles. Vous savez, les jeunes filles dépassent déjà un peu le cadre familial parce que je voudrais dire que tout commence au foyer, dans la famille, et après, c'est redondant, mais c'est l'éducation. Donc, dans nos systèmes éducatifs, quelle tranche de temps on accorde à ces problèmes courants? Vous voyez? Donc, nous, quand on était jeunes, on avait des séances de formation, des vies pratiques, surtout avec les sœurs, comme j'étais dans les écoles catholiques, Mhm. où on vous parle des choses qui vous attendent En sortant de là, quoi. en sortant de l'école, sur la route de l'école jusqu'à arriver à la maison. Donc, tu sais déjà te défendre, comment te prendre et tout ça. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, si l'école, le système éducatif ne fait pas quelque chose, si les familles ne font rien, et si la société civile, qui est plus proche de la communauté, ne fait pas des campagnes, des larges campagnes d'éducation pour l'utilisation et la consommation des réseaux sociaux, parce que les gens consomment tout, consomment n'importe quoi. Énormément. Et ça fait énormément je ne sais pas, énormément du mal dans la société, parce que moi, j'ai géré un problème où un jeune couple s'est séparé à cause des réseaux Des réseaux sociaux. sociaux, oui. C'est malheureux. Mais déjà, les filles, ce qu'elles voient, ce qu'elles font, il y a beaucoup de l'imaginaire et il y a des gens qui vivent dans ça. Il y a beaucoup d'imaginaire. Oui. Tout à fait. Donc, Maintenant, est-ce que c'est pas un problème de personnalité ou c'est un problème d'éducation? Après, l'éducation fait la personnalité, bien sûr. c'est ça. Aujourd'hui, moi, je vois ça qu'au Tchad, hein, où on se lève et on donne son avis. Mhm. Sur tout. Mhm. Sur la politique, Mhm. sur la femme, sur le social. On règle nos comptes par les réseaux sociaux. C'est ça. Et il n'y a pas longtemps, j'avais lu, il y a un pays africain maintenant qui condamne les gens comme ça Mhm, pour mhm. diffamation C'est ça. sur les réseaux sociaux. Oui, oui, je crois que j'ai lu ça aussi. C'est dû à quoi en fait? C'est qu'ils sont écrasés, et où c'est normal que monsieur, madame, tout le monde se réveille un matin pour dire les amis, il y a ça, 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 quoi. Mais en fait, la question que j'ai envie de poser à ces gens-là, mais qui êtes-vous? Quelle est Mhm. votre légitimité C'est ça. pour pouvoir en fait donner des leçons aux gens, et pour pouvoir peut-être donner votre avis Mhm. qui est ferme en fait, et où il n'y a pas de dialogue, il
n'y a pas de propos A ou propos B. Alors, j'exclus un peu les sœurs qui, elles, écrivent des livres pour faire avancer les mentalités, donner de la volonté aux sœurs et aux petits frères. Mais à 90%, on a des filles ou des garçons prennent les réseaux sociaux et ils parlent. On se dit, mais pourquoi il parle, lui? Il est qui? Il sort d'où? Quel est son poste? Je sais pas, moi je crois que je me suis posé la même question que toi. J'ai mené des réflexions peut-être personnelles, propres, et je me suis dit, en me basant sur des lectures, des choses, est-ce que c'est pas le manque de dialogue régulier dans la société qui fait ça? Parce qu'aujourd'hui, la seule option que ces personnes ont pour dire des choses ou bien pour critiquer, c'est le canal de ces réseaux sociaux. Je me dis, est-ce que si on laisse souvent une liberté contrôlée aux gens, où il peut y avoir des débats, où ils peuvent parler sans être condamnés, sans être intimidés, est-ce que ça va changer? Est-ce que si on éduque mieux les gens, parce que la bonne éducation peut aussi Ils ont des bons arguments, c'est ça? Donner des bons arguments aux gens, comment parler sur les réseaux sociaux. Et donc, tout ça aussi, c'est encore une question d'éducation qui revient ici. Donc, j'ai fait de ce genre de réflexion. Mais vous savez, quand on enferme pendant longtemps les rats, j'ai lu ça quelque part, sans les laisser sortir et tout ça, la première fois quand tu ouvres la porte, tu vois, il y a une réaction où tu peux plus les contrôler. Ils sautent partout. Est-ce que c'est comme ça? Cette jeunesse, elle est enfermée. Cette jeunesse est tellement renfermée, peut-être très opprimée. Et le Tchad même, c'est une éducation, et sans la politique, je parle même de l'éducation tchadienne, où nous, les mamans, on est très sévères. Nos mamans, et moi, je sais que moi, à un moment, malgré mes études et tout ça, je refusais que ma fille mette du vernis jusqu'à un certain âge. Oui. Donc, on est sévère, à tel point que quand la fille trouve la liberté, ben, tu ne m'attrapes plus. Tout à fait. Et donc, c'est comme ça que les jeunes, moi, j'analyse un peu et je décris ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que je dénonce, en fait. Donc, j'ai vu des gens Mais ça a porté son fruit aujourd'hui. Regarde, ta fille, elle est docteur. Un très bon docteur d'ailleurs. Donc quelque part, la sévérité ne veut pas dire forcément une mauvaise chose. Oui. Aujourd'hui, moi je fais partie aussi de cette génération où les parents ont été sévères avec nous, où on a eu des poches de liberté, mais on est revenu assez rapidement à la base. C'est ça. Parce que cette sévérité, un enfant en a besoin. Oui. Maintenant, quand on parle de ces gens-là qui parlent pour rien dire, mais à côté, on a des jeunes qui sont très intelligents, qui ont des choses à dire, mais qui n'ont pas envie de le dire. C'est ça. Et qui restent à côté, qui disent je n'ai pas envie de débattre avec cette personne-là. C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de mentir un peu aux enfants pour leur dire que vous êtes des élites? Vous êtes des gens vous êtes d'une autre sphère, il ne faut pas mélanger avec certaines personnes. C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de mentir aux gens, en fait? Oui. En fait, il y a beaucoup... En fait, ce que vous dites, plutôt aux jeunes. Il y a beaucoup d'hypocrisie, non, dans la manière de vivre, dans l'éducation chez nous aujourd'hui. Et je ne sais pas, il faut aussi recadrer un peu les familles, peut-être, je ne sais pas, par des lois, parce que les gens ont essayé des lois. Je crois qu'il y a des lois maintenant qui régularisent les choses et tout. Oui, sur la diffamation. La diffamation et tout. Mais il faut le mettre en œuvre d'une manière qui ne révolte pas les jeunes, parce que si les jeunes se révoltent parce qu'on leur verrouille tout, ce n'est pas un bon effet non plus. Donc, c'est l'équilibre dans l'éducation. D'accord. Alors là, on parle des jeunes. Oui. Moi, je sais que quand j'étais jeune, je suis parti jouer au basket parce que mon idole, c'était Michael Jordan. Okay. Aujourd'hui, est-ce que ces jeunes-là qui s'expriment,
ils voient certains ministres, certaines autorités qui s'expriment aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Pour eux, c'est normal. Mhm. Donc, est-ce que c'est pas leurs idoles pour Oui. dire que nous aussi, peut-être que si le jour qu'on va devenir ministre, il faut qu'on s'exprime sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, la loi, elle doit s'appliquer un peu à tout le monde, À pas tout le uniquement monde. aux jeunes. Non, pas Aussi seulement, pas aux uniquement responsables aux politiques jeunes. pour dire attention, Les quand vous réseaux- communiquez sur les réseaux sociaux, Oui, oui, oui. faites très attention, quoi. Ils communiquent et et la même politique, trop. c'est pas du quoi. jeu. Oui. Et donc, est-ce que c'est pas cet exemple-là qui fait que les jeunes aujourd'hui s'expriment un peu n'importe comment? Mais c'est ça. Tout le monde se met dans cette danse, en fait. Donc, c'est un peu du désordre. C'est un peu du désordre sur les réseaux sociaux. Ce qui est dommage parce que ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas seulement les Tchadiens qui ont accès à Facebook. Donc, aujourd'hui, on montre au monde entier comment nous collaborons, comment voilà, nos autorités se répondent du tic au tac sur les réseaux sociaux. On suit ça avec beaucoup de tristesse parce qu'on n'a pas envie d'être quelque part dans nos réseaux associatifs à l'extérieur et qu'on nous dit que chez vous, voilà ce qui se passe et tout ça. Donc tout le monde, chacun doit se ressaisir, hein, pas seulement les jeunes, mais même tout le monde, bien sûr. Voilà, bien sûr. les autorités. Déjà commencer à en parler voilà. et commencer aussi à sensibiliser ça dans les écoles. Voilà, comment réguler ça dès la primaire ou dès le collège. C'est ça. Et apprendre à savoir que... Parce que beaucoup de gens disent que le problème, c'est le smartphone. Mais il faut savoir que le smartphone, c'est quelque chose de très utile pour apprendre, c'est ça. pour se former. Oui, on ne peut pas refuser. Pour s'informer aussi. Absolument. Et donc, pour s'ouvrir un peu l'esprit, c'est pas uniquement TikTok et s'amuser matin, midi, soir, quoi. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses négatives, qui nous échappent. Ouais. Oui, qui nous échappent. Et il faut un contrôle. Mais maintenant, voilà, c'est une question de priorité, une question de volonté. Je crois que ça chancelle un peu. Mais la génération future, c'est vraiment notre avenir, les jeunes et tout. On doit mettre vraiment l'accent sur les jeunes parce que le genre, c'est aussi eux. Hein. Il faut vraiment, voilà. L'avenir du genre. Ouais. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les filles vont se marier de plus en plus tard. C'est ça. Et parce qu'elles ont étudié. C'est ça. Et donc, la donne va changer. C'est ça. La donne va changer. Voilà, tout à fait. Oui. Colette Benedju, merci beaucoup. Je suis vraiment content d'avoir passé cet instant avec toi. C'est à moi. J'étais un peu insistant, oui. mais j'ai eu raison. Oui. J'ai eu raison. Tu viens ici quand tu veux. Tu es comme chez toi. D'accord. Et je dis au revoir à tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. À la prochaine. Salut. Merci.